BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains, les cryptos en contiennent une fraction. Ils ont leur rendez-vous chaque vendredi aux alentours de 16h35. Xavier Fenot avec nous depuis Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Claire Balva en plateau, experte crypto. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Et Owen Simonin. Bonjour Owen. Sa chaîne YouTube Asher, vous êtes aussi à la tête de Meria. On va peut-être démarrer sur le potentiel des cryptos, en l'occurrence, Xavier, sur Bitcoin. Où en est-on désormais sur Bitcoin qui avait, il y a quelques semaines, touché les 30 000 ? On est désormais un petit peu en dessous. Pas très loin, mais quand même, on a du mal à les recaresser, ces 30 000 $. On est actuellement sous les 27 000. C'est ça, en fait, depuis 15 jours, on est en pause. D'ailleurs, aussi bien sur les marchés traditionnels, alors hormis ces 2 dernières heures, que sur le marché des cryptos. On tourne autour donc des 27 000 $ sur le Bitcoin, 1 800 $ sur l'Ether. Et c'est grosso modo la même chose sur l'ensemble des altcoins. Si on regarde la capitalisation totale, qui tourne autour des 1080 milliards $. Il y a quelques décalages ici et là, mais ce sont souvent des feux de paille. Alors techniquement, on reste quand même en tendance haussière depuis le début de l'année, même si ça s'effrite semaine après semaine. 60% de hausse quand même sur le Bitcoin. On était à 80% fin avril. 50% sur l'Ether. On était à 70%. 25 000 $ sur le Bitcoin, c'est le gros niveau technique à ne pas enfoncer pour remettre en cause cette dynamique haussière. 1 700 $ sur Ether à ne pas enfoncer. Alors, à quel moment est-ce que l'enthousiasme reviendrait ? Si on devait passer au-dessus des 28 000 $ sur Bitcoin, 1 900 $ sur l'Ether, ça, ce sont mes niveaux d'alerte pour ces prochains jours. Peut-être avec l'enthousiasme qu'on connaît là depuis quelques heures, peut-être que ça réveillera aussi le marché des crypto-monnaies ce week-end. En attendant, patience, la volatilité est faible. Les volumes aussi, ce qui nous donne en fait des wallets actifs sur le Bitcoin qui sont au plus bas depuis des mois. Donc voilà, rien de grave pour le moment. Passons l'épisode du plafond de la dette américaine. Confirmons semaine prochaine le dynamisme des marchés traditionnels qu'on a aujourd'hui. Et ça relancera probablement la volonté des investisseurs de se remettre en mode risk-on sur le marché des crypto-monnaies. Sur l'Ether, vous voyez des tendances similaires. On est à 1 832 $ en ce moment pour un Ether. Oui, alors sur l'Ether, même chose. Donc on tient les 1 700 $ pour le moment. On reste toujours dans une dynamique haussière depuis le début de l'année. Même s'il y a une pause depuis 15 jours, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a une phase de latérisation, que c'est forcément mauvais signe. On reste pour le moment dans cette dynamique. Et encore une fois, il faudra passer au-dessus des 1 900 $ pour relancer une dynamique et retrouver les 2 100 $ les plus annuels. Et on rappelle que les cryptos sont bien sûr de la diversification pour ceux qui veulent y investir. On rappelle que l'argent est un excellent esclave, mais un bien mauvais maître. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Xavier Fenot, pour Interactive Trading. Tiens, on va évoquer la polémique Ledger. Les hardware wallets ont beaucoup fait parler, c'est vrai, ces derniers jours. Ledger a choisi de reporter la sortie de son service Ledger Recover. Ledger a-t-il été trop léger sur ce nouveau service? Pourquoi ce report et pourquoi faire, Owen? Toute l'histoire qui vient de la problématique Ledger, ça a été une histoire de communication et une histoire de réaction de la communauté. Ledger Recover est un nouveau service qui a été annoncé par Ledger et qui propose de prendre la clé privée, donc le mot de passe qui permet d'accéder aux fonds sur la blockchain, de le couper en 3 parties différentes, de chiffrer doublement ces 3 parties et de les confier à 3 entreprises différentes. Dans ces 3 entreprises, Ledger, CoinCover et Escrow Tech. Dans ces 3 entreprises, il pourrait, si jamais l'utilisateur perd l'accès à sa clé Ledger, demander et lancer une procédure de recovering, d'où le Ledger Recover, et après une validation d'identité, donc un KYC, faire appel à ces différentes parties afin de les rassembler et de pouvoir justement accéder à nouveau à ces fonds. Et là, la façon dont ça a été communiqué a créé énormément de bruit sur les réseaux sociaux et même les réponses du support de Ledger ont parfois apporté encore plus de complexité et fait encore plus de bruit. Globalement, 2 choses dans ces débats. Premièrement, le fait que jusqu'à présent, Ledger avait eu un discours disant qu'il n'était pas possible d'extraire la clé privée du device. Et donc, par définition, si on est capable de couper le morceau, si on est capable de couper ce mot de passe en 3 parties, eh bien, c'est qu'on a un moyen de l'extraire du device. Premier gros débat qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, ça a été le fait que, naturellement, si une procédure de KYC peut permettre de réaccéder à ces fameuses parts et donc au fonds qu'il y a sur une clé, ça veut dire qu'un gouvernement pourrait par-dessus un utilisateur, et malgré les fondements et les préceptes même de la blockchain qui veulent une liberté et une indépendance financière complète, eh bien permettre à une entité comme un État, par exemple, de donner une ordonnance et de récupérer l'accès à la clé privée d'un utilisateur.
Encore une fois, principalement les bruits ont été construits et puis la discussion s'est envenimée suite à des réponses de la communauté et du Ledger Support. Il y a eu énormément de choses sur les réseaux sociaux et après quoi, le CEO de Ledger a communiqué en disant qu'il y a eu de grosses erreurs de communication qui n'ont pas donné les clés de la compréhension sur cette solution et c'est pourquoi non seulement Ledger Recover va être postpone, c'est-à-dire que ce sera pour plus tard, la solution va mettre plus de temps à être disponible, mais également certaines solutions de Ledger, notamment dans l'operating system de la clé Ledger, donc le système d'exploitation, vont être open source et une partie, je dis bien une partie parce que c'est pas le cas du secure element de la clé qui pour le coup pose énormément de questions à beaucoup d'utilisateurs, mais une partie des services de Ledger devrait devenir open source et donc plus transparent à l'avenir. Et Ledger n'est pas le seul hardware wallet à faire parler. Et là, on a un cas pour le coup de hardware wallet dont les clés ont été pour le coup dérobées. L'entreprise spécialisée dans la cybersécurité Unciphered, j'espère bien le prononcer, dit avoir réussi à hacker un hardware wallet Trésor qui est un concurrent justement de Ledger, Claire. Comment cette société y est-elle parvenue et après ce hack, est-ce que les utilisateurs de Trésor doivent s'inquiéter ? Très bonne question. On a vu arriver effectivement sur YouTube une vidéo où on voit un technicien démonter donc un portefeuille physique de la société Trésor et parvenir après un certain nombre d'opérations à hacker, à obtenir l'acid phrase et donc à accéder aux fonds détenus dans ce portefeuille. Donc forcément, c'est très problématique. Alors c'est une vulnérabilité qui ne peut être exploitée que si on a le portefeuille physique. Donc on ne peut pas accéder aux fonds à distance, mais c'est aussi une vulnérabilité qui ne peut pas être réparée simplement par une mise à jour logicielle, par exemple. Donc si Trésor, l'entreprise qui produit ces portefeuilles, veut réparer cette vulnérabilité, il faudrait rappeler l'ensemble des portefeuilles physiques et effectuer un certain nombre d'améliorations. Donc évidemment, ça pose question. Alors Trésor a réagi en expliquant que c'était une vulnérabilité qui rejoignait une autre vulnérabilité qui était connue. Donc apparemment ils avaient connaissance de cette potentielle faille, mais que pour l'exploiter il fallait non seulement des connaissances extrêmement sophistiquées, mais aussi un équipement technique de pointe. Donc ce n'est pas à la portée de n'importe qui de pouvoir simplement vous prendre votre portefeuille Trésor et puis récupérer les fonds qu'il y a dedans. Néanmoins, même si cet argument est vrai, je ne suis pas sûre qu'il soit complètement suffisant pour les personnes qui ont acheté un portefeuille Trésor et qui potentiellement ont des fonds importants dessus. Donc tout ça rappelle quand même qu'il y a un enjeu de cybersécurité énorme sur ce type de portefeuille, non seulement pour les portefeuilles destinés aux particuliers, mais aussi pour tous les acteurs de la custody qui fournissent des solutions aux plateformes. Et on rappelle bien sûr que vos portefeuilles peuvent être faillibles si un jour on découvre une faille, mais que la principale source de vol de fonds n'est pas tant le hack physique de ces portefeuilles physiques, mais plutôt le vol de clés, le vol de seed phrase que vous pourriez laisser sur un post-it ou dans votre boîte mail. Nous sommes le 26 mai. Quand on parle de pont à 26 mai, tout le monde, enfin toute personne normale pense au week-end prolongé. Voilà, il y en a plein en plus en ce mois de mai 2023. Oui, mais dans l'univers crypto, on fait jamais les choses comme ailleurs. Quand on parle de pont dans l'univers crypto, on pense au bridge. Vous voyez, parce que dans ce monde multi-chain, il faut des outils pour basculer les fonds d'une blockchain à une autre. Et c'est comme ça que la communauté crypto raisonne et réfléchit quand on lui parle de pont. Les bridges servent effectivement à basculer d'une blockchain à une autre dans cet univers. L'un de ces bridges rencontre actuellement des soucis, en espérant qu'il finisse pas d'ailleurs ce pont par s'effondrer. Owen, quelles difficultés ce bridge est-il en train de rencontrer et quelles pourraient en être les conséquences ? Eh bien, simplement, ça fait plus de 6 jours que personne ne peut traverser. Le bridge multi-chain ne permet plus, justement, de transférer des assets et depuis plus de 6 jours, des fonds y ont été envoyés, mais ne sont pas arrivés sur la blockchain de destination. Et ça pose plusieurs problèmes. Dans un premier temps, l'équipe a communiqué en disant que c'était un update qui allait être fait sur les différents nœuds du réseau et que ça prenait un petit peu de temps à être mis en place. Rapidement après, ils ont recommuniqué en disant qu'en fait, non, c'était un problème qui était un cas de force majeur et pour le coup, ils n'avaient pas de délai à annoncer et ils ne savaient pas à quel moment ça allait être résolu. Mais il y a encore quelques petites histoires et quelques petites rumeurs, toujours sur les réseaux sociaux, qui arrivent et qui viennent complexifier encore plus la situation et même faire paniquer certains investisseurs. Premièrement, des rumeurs comme quoi l'équipe même de Multichain aurait été partiellement arrêtée, donc une partie des membres de l'équipe, par les autorités chinoises. Mais c'est pas tout. La fondation Phantom, qui est un Layer 1, qui est une blockchain assez connue dans l'écosystème, est une blockchain qui est très proche de Multichain parce qu'une grosse partie des actifs numériques qui sont dans ce pont
le pont de multi-chain, sont des actifs qui vont justement vers la blockchain fantôme. À peu près 40% de la liquidité, 40% des 1,8 milliard de dollars sur ce pont sont à destination et sont en lien avec l'écosystème fantôme. La particularité, c'est que la fondation fantôme elle-même a retiré de la liquidité de ce pont. Ça a posé énormément de questions. Beaucoup de gens se sont dit pourquoi vous vous retirez, et ils ont précisé, notamment André Cronge, le créateur de Fantôme, a précisé que dans le doute, tant qu'on est sur un pont qui n'est pas forcément stable et qu'on n'a pas de visibilité, autant retirer de la liquidité. La particularité, et ce qui fait encore plus parler, c'est qu'André Cronge, le créateur du coup de la blockchain Fantôme, est également la personne qui, à l'origine, avait créé ce pont, le pont multi-chain. Et donc, quand on voit l'ancien créateur d'une solution qui utilise sur sa blockchain principale une grosse partie de ses outils et de sa liquidité retirée, ça veut peut-être dire que le problème de multi-chain n'est pas prêt de se résoudre et qu'il est peut-être plus grave que ce que certains veulent le laisser sous-entendre. Et il va falloir le suivre. C'est une petite alerte que vous lancez, en tout cas, sujet à suivre. Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir dans les pros des cryptos. C'est un voyage chaque semaine, les pros des cryptos. Bien sûr, une machine à condenser le temps. 25 minutes de crypto condensé en 25 minutes. Une semaine de crypto condensée en 25 minutes. Et un voyage aussi dans le monde entier. Il se trouve que Hong Kong pourrait devenir un hub mondial de l'industrie. On en parlera dans un instant. Juste avant, quand même, un petit mot de Binance, puisqu'on a eu une enquête de Reuters ces derniers jours sur Binance qui lance de nouvelles accusations vis-à-vis du géant. Oui, alors c'est pas la première. Faut quand même dire que cette enquête se base principalement sur des témoignages qui sont des témoignages anonymes. Donc on attend quand même un certain nombre de preuves pour étayer cette enquête. Mais les accusations contre Binance disent tout simplement que Binance aurait mélangé les dépôts de ses clients avec les fonds de l'entreprise dans les années 2020-2021. Alors pourquoi c'est grave ? Notamment parce qu'on a vu avec la chute d'FTX à quel point il était crucial pour une plateforme de ne pas mélanger les dépôts des clients avec les fonds de l'entreprise, puisque si l'entreprise va mal, elle doit quand même être en mesure de rembourser tous ses clients. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Binance réagit en disant mais pas du tout, ce n'est pas ce qui s'est passé. En réalité, ce n'était pas des dépôts de nos clients, c'était des achats de notre stablecoin, le BUSD. Et donc là, on commence à avoir un débat sur comment étaient présentés réellement ces achats auprès des clients. Est-ce qu'on leur a présenté ça comme des achats ? Est-ce qu'on leur a présenté ça comme des dépôts ? Et donc là, on commence à avoir tout un débat de sémantique et sur la manière dont Binance a exactement géré ses comptes bancaires. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Binance est très scruté aujourd'hui depuis la chute d'FTX parce qu'on s'est rendu compte de toutes les dérives qu'il pouvait y avoir dans ces plateformes d'échange et aussi parce que Binance a atteint un statut d'hyper-dominance en fait, sur ce marché. Et donc, il est absolument crucial que Binance ait un fonctionnement qui soit le plus rigoureux possible pour se prémunir d'éventuels problèmes de gestion financière ou de problèmes techniques pour que tous les investisseurs soient en sécurité. Effectivement. Bon, à voir effectivement si cette enquête est étayée et si les choses vont encore un peu plus loin. Je parlais de Singapour, je me suis trompé, c'est Hong Kong qui est en train de... Oui, pardon, c'est pas très loin, mais enfin bon, c'est quand même... il y a au moins 2000 km d'écart à mon avis quand même entre les deux. Donc on est en tout cas dans cette zone du monde, on est en Asie et c'est bien Hong Kong qui pourrait devenir un hub mondial de l'industrie crypto. Hong Kong qui avance en matière de régulation. Quelles actions est-ce qu'Hong Kong a entreprises, Claire, pour permettre l'accès de ses résidents aux cryptos ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Hong Kong avait pris des mesures très strictes et plutôt anti-crypto, en fait, fin 2020. Ils avaient notamment restreint le trading de crypto aux investisseurs professionnels. C'est-à-dire que si vous étiez un particulier, vous ne pouviez pas faire du trading de crypto-monnaie. Sauf que ça, évidemment, ça avait eu des conséquences pas très positives pour l'industrie crypto à Hong Kong. Donc, on avait des plateformes comme Crypto.com qui avaient quitté Hong Kong, qui étaient partis à Singapour. Et c'était assez paradoxal parce que l'adoption des cryptos à Hong Kong est très élevée. Il y a même une enquête de Visa qui disait qu'un tiers des résidents à Hong Kong possédaient des crypto-monnaies. Donc, c'était très étonnant de... Malgré ou à cause de la Chine, oui. Alors, voilà. On ne sait pas exactement pourquoi, c'est toujours pareil, mais on peut effectivement conjecturer que voilà, la Chine ayant interdit les cryptos et puis Hong Kong étant un pays, je pense, où peut-être le public investit particulièrement dans les actifs financiers, voilà, il y avait beaucoup de détention de crypto. Donc là, ce qui se passe, c'est que le régulateur à Hong Kong a décidé finalement de faire comme beaucoup de régulateurs sur la planète et d'établir un cadre tout simplement pour les acteurs crypto qui rappelle en partie le cadre européen puisque les plateformes pourront venir s'installer à Hong Kong mais devront demander une licence avec un certain nombre d'exigences, notamment par exemple un capital minimum, l'interdiction d'avoir recours à des airdrops pour inciter à l'investissement. Et le trading, pour le coup, sera autorisé désormais pour les particuliers. Donc la réglementation entre en vigueur le 1er juin et ça va être intéressant de voir si des plateformes vont désormais aller s'implanter à Hong Kong.
puisqu'on le sait désormais, une stabilité réglementaire est très attractive, principalement pour les gros acteurs. Et une bataille, en l'occurrence, d'attractivité entre Hong Kong et Singapour. Tout à fait. Bataille qui se confirme. Owen, toujours avec nous. Owen, toujours influenceur également, on est d'accord, hein? Je vous pose la question toutes les semaines. Toujours. Et d'autant plus heureux que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens pour l'avenir des influenceurs en crypto. Tout à fait. Alors, comme on le sait, il y a une proposition de loi qui a été faite pour encadrer le monde de la crypto-monnaie, pour encadrer, le monde de l'influence, pas uniquement l'influence crypto, mais l'influence au sens large, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui, en l'occurrence sur les crypto-monnaies, était plutôt punitive, puisqu'elle n'autorisait la promotion que de projets agréés PSAN, et il n'en existe aucun. Donc elle interdisait tout simplement la promotion de crypto-monnaies, sous la définition d'influenceur, mais je rappelle qu'un influenceur peut être un créateur de contenu comme je le suis sur YouTube, une personne qui fait des posts sur Instagram, un média qui réalise des articles et qui publie à la fois sur des réseaux sociaux ou même sur son propre site, ou encore un journaliste qui va décider d'écrire des articles sur LinkedIn et qui va avoir une base d'audience suffisamment large pour être considéré comme un influenceur. C'était donc très très large. La particularité, c'est que là, le Sénat a fait une proposition, c'est-à-dire qu'ils ont amendé, ils ont proposé des amendements qui viennent élargir le spectre, toujours encadrant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la promotion de n'importe quel produit et de n'importe quoi, mais on peut, à partir du moment où l'entreprise est enregistrée PSAN, donc quand elle est enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, ou que ce soit une entreprise crypto, en lien direct ou indirect avec la crypto-monnaie, mais qui n'a pas, selon le sens de la loi, à être enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Quand une entreprise tombe dans ces deux scopes-là, elle pourrait continuer à avoir recours du coup à des différents canaux de communication et à réaliser de la promotion. Encore une fois, c'est aujourd'hui la commission mixte paritaire, donc 7 sénateurs et 7 députés qui ont voté pour que cet amendement soit validé. Il ne s'agit pas d'une étape finale parce qu'il reste une toute dernière étape. L'Assemblée nationale doit confirmer définitivement ce texte, mais pour l'instant, il semblerait, sauf gros revirement de situation, que l'influence crypto, tout en respectant ce cadre, soit autorisé en France. Et puisqu'on parle de politique là et de cadre, effectivement, d'une future loi sur les influenceurs, on peut parler de la politique, qu'elle soit ici en Europe ou aux États-Unis. On est à 1 an et demi maintenant de la présidentielle là-bas. Alors on voit toutes les questions de régulation qui se posent aux États-Unis. Beaucoup d'acteurs crypto qui choisissent de quitter d'ailleurs les États-Unis parce qu'il y a trop d'aléas réglementaires aujourd'hui. On verra si les choses évoluent un peu plus favorablement à l'avenir. Et ça dépendra peut-être aussi du choix que feront les Américains à la présidentielle. Il se trouve que l'un des candidats côté républicain, Ron DeSantis, qui est sorti du bois cette semaine, qui a annoncé sa candidature face à Donald Trump. Ron DeSantis est un soutien actif, en tout cas explicite, au Bitcoin. Il est plus que Bitcoin compatible, il est Bitcoin convaincu. Enfin, comment est-ce qu'on voit Ron DeSantis? Alors, Claire. Bitcoin compatible, oui. Bitcoin convaincu, je sais pas. C'est vrai qu'on peut lire partout qu'il est pro-Bitcoin. En fait, il s'est simplement montré défavorable à une interdiction du Bitcoin. En disant qu'il ne voulait pas aller contrôler les Américains qui investissaient dans le Bitcoin. Et donc, c'est effectivement une position qui est relativement pro-Bitcoin si on compare à d'autres candidats comme Donald Trump, par exemple, qui avait fait une petite excursion dans le domaine des NFT, mais qui considère toujours que Bitcoin est une escroquerie. Alors après, DeSantis, il avait déjà eu des discours pro-crypto. Par exemple, il avait pour projet de permettre aux citoyens de payer leurs impôts en crypto-monnaie, mais en fait cette mesure n'est jamais entrée en vigueur. Donc en fait c'est beaucoup de paroles, mais derrière on ne sait pas vraiment ce que ce sera. Fait intéressant, il a quand même montré son opposition aux monnaies numériques de banque centrale. En expliquant que pour lui, cette initiative qui est notamment soutenue par Joe Biden part d'une volonté de contrôle plus important des citoyens. Donc on voit là que dans le camp républicain, finalement tout le monde n'est pas d'accord entre Trump et DeSantis. Oui. On voit que dans le camp démocrate non plus, puisque Joe Biden n'est pas franchement pro-crypto, ou en tout cas il est pro-monnaie numérique de banque centrale. Mais on voit d'autres candidats, et notamment un candidat qui s'appelle Kennedy Jr., qui, lui, a pris des positions explicitement pro-crypto. D'ailleurs, il était opposé à la taxe de 30% sur le minage de Bitcoin dont on a parlé ici il y a quelques semaines. Donc, on sent bien que c'est un sujet qui divise, même au sein des camps politiques. Effectivement. Il nous reste 30 secondes. On peut parler aussi de la blockchain Bitcoin, quand même, qui a vu apparaître beaucoup de NFT, des nouvelles cryptos aussi ces dernières semaines. Deux personnages connus de l'univers veulent carrément casser le Bitcoin désormais et pour son bien. C'est ce qu'ils expliquent. Quels sont leurs arguments ? Alors,
Comme on a peu de temps, je vais essayer de faire très court. C'est évidemment un titre qui intéresse, vouloir casser le Bitcoin, mais il faut comprendre qu'il y a une conférence Bitcoin assez connue qui s'appelle Bitcoin Magazine et que deux des créateurs de ce qui s'appelle Taproot Wizard, qui permettent justement de mettre des NFT, donc des images, et de les lier à des Satoshi sur la blockchain Bitcoin. On en a beaucoup parlé car dans les précédentes semaines, ça a congestionné le réseau Bitcoin énormément et ça a lancé des gros débats dans la communauté. Certains Bitcoin maximalistes qui sont contre et qui trouvent que ça dénature Bitcoin et que ça vient naturellement mettre en danger le réseau, et d'autres qui disent oui mais Bitcoin se doit d'être libre, à partir du moment où on a le droit de faire quelque chose et où on peut le faire, on est totalement libre de faire ce qu'on veut avec tant qu'on paye nos frais de transaction. Ces deux personnages, eux, ont pris la parole en expliquant qu'ils ont fait ça pour faire un proof of concept, montrer que c'était possible et également essayer même eux-mêmes volontairement de mettre Bitcoin et de le pousser dans ses retranchements. En effet, si deux personnes peuvent créer un protocole qui permet de mettre des images et si ça peut mettre en danger le réseau Bitcoin, alors il faut qu'on arrive à trouver ses limites pour pouvoir proposer des correctifs et limiter ces abus possibles. Encore une fois, c'est toujours un grand débat dans la communauté crypto, mais c'est la première fois qu'elle est portée sur scène dans une conférence très connue par l'écosystème Bitcoin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos. Claire Balva en plateau avec nous, experte de ce marché crypto, et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Bon week-end, bon pont, bon bridge, comme on dit dans l'univers crypto.